Alors, démocrature, c'est ce néologisme très en vogue où, qui est composé de deux mots, démocratie et dictature, et qui fait simplement référence à cette démocratie que j'allais appeler de façade, où il y a un discours officiel sur l'état de droit, sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, mais où l'on voit bien que le pouvoir en place cherche à restreindre les libertés, dont celle d'expression, dont euh, le, le pouvoir des journalistes et également faire beaucoup de propagande. Et donc, c'est une démocratie de façade. La rumeur, c'est important en raison des dégâts qu'elle cause. Et les médias ont pour fonction de répondre à ces rumeurs, de vérifier les informations, de corriger au besoin. Or, malheureusement, en démocrature, on voit très souvent les médias se faire le prolongement de ces rumeurs-là, et donc de contribuer à la désinformation et à la manipulation des populations. Alors, paradoxalement, c'est possible. Il y a des espaces de liberté, mais des espaces de liberté qui sont chers à entretenir et où s'aventurer dans ces espaces est risqué. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des journalistes qui tiennent à exercer la profession dans le respect des règles, mais ils le font sous la menace permanente. En général, ils sont embastillés, parfois ils font l'objet de brimades, il arrive même qu'ils soient assassinés. On en connaît pas mal en Afrique. Aujourd'hui, on a l'impression que vraiment il n'y a plus aucune tolérance de la part des autorités algériennes envers les médias indépendants, les médias qui essaient d'informer, les médias qui essaient de donner aux citoyens la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe au niveau politique. En fait, je n'ai pas quitté l'Algérie, on m'a fait quitter l'Algérie. Pour moi, il y a la nuance et les détails. Je ne l'ai pas quitté de ma propre volonté, j'ai été forcé de la quitter. J'étais forcé de la quitter parce qu'en octobre, fin octobre 2018, le 25 octobre 2018, j'ai été emprisonné au Bain d'Al-Harrach, à la prison d'Al-Harrach, qui est la plus grande prison d'Alger. Je suis resté là-bas presque 20 jours. Et juste pour des articles, en fait, j'ai écrit des articles sur la corruption, sur les grosses affaires de corruption qui secouent le régime algérien. La censure d'État, elle se manifeste, j'allais dire quotidiennement. Mais l'exemple le plus parlant qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'attaque du Radisson à Bamako en novembre 2015, où on voit la télévision nationale envoyer une équipe sur le terrain. Cette équipe filme et permet à France 24, une chaîne de télévision internationale, de diffuser en direct des images de Bamako, alors que la télévision nationale elle-même, qui est pourvoyeur d'images, ne diffuse pas au plan local. Donc, paradoxalement, les Maliens étaient mieux informés par les chaînes internationales que par leur télévision et leur radio nationale, parce que l'État n'a conçu de politique autre que la censure. La conséquence directe, perte de crédibilité des médias et des journalistes qui, il faut le dire, ce n'est pas toujours de leur faute, mais les journalistes qui travaillent dans ces médias publics et qui perdent toute crédibilité et considération aux yeux de leur public. Alors, c'est par exemple ce qui est arrivé à un de mes collègues quand j'étais à Radio Sénégal. On l'avait envoyé couvrir une marche de l'opposition. Et il est allé couvrir cette marche et à son retour, il s'est vu convoqué par le ministère de la Communication, qui est en même temps porte-parole du gouvernement et qui assure la tutelle sur les médias d'État, donc la radio-télévision nationale et le quotidien national. C'est des choses qui existent encore en Afrique et donc qui distillent une information officielle. Et ce journaliste se fait convoquer on lui remet
la dépêche de l'agence officielle, l'APS, l'agence de presse sénégalaise, en lui disant « c'est cette dépêche que tu vas exploiter dans ton reportage ». La dépêche faisait mention de la présence d'une 50aine de manifestants, vite dispersés par la police. Et il a dit, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'étais sur le terrain, il y avait beaucoup plus que les 50 manifestants. On lui dit, oui, mais c'est cette dépêche que tu vas lire et pas autre chose. Eh bien, il a tenu tête au ministère, il a refusé d'obéir aux injonctions et il a traité son reportage de manière tout à fait honnête en parlant de plus de 200 manifestants qui étaient là sur place et qui ont bravé l'interdiction de la police. Le lendemain de la diffusion de son reportage, on l'a affecté en région à 1 millier de kilomètres de Dakar, puisque les régions étaient considérées un peu comme des refuges de pêcheurs par les pouvoirs publics. Un journaliste qui n'est pas politiquement correct, on l'envoie en région pour s'en débarrasser. Il y a en démocrature la censure de l'État, mais il y a aussi l'autocensure, jusqu'où le journaliste peut aller. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? Il vit perpétuellement sous la menace ou des autorités et même parfois de certaines franges de la société. Je vous donne un exemple. J'ai vécu dans une rédaction où un jour nous recevons un communiqué d'une ONG demandant à ce que le gouvernement prenne des mesures pour défendre les homosexuels. Il suffit que vous soyez soupçonné d'être homosexuel dans la plupart des pays africains pour que vous fassiez l'objet d'un lynchage, pas seulement médiatique, mais physique. Des gens vous pourchassent, vous bannissent, s'attaquent à vous et vous jettent des coups de pierre quand tout simplement vous n'êtes pas victime de quelques litres d'essence et puis d'un brin d'allumette. On l'a vu dans des capitales africaines. Eh bien, nous avons pesé le pour et le contre, parce qu'il y a ceci de vrai, que quand vous êtes traité d'ennemi de l'islam, il faut vous exiler. Quand vous êtes traité de prendre la défense des homosexuels, il faut fuir parce que vous devenez une cible. Et là, après réflexion, concertation au sein de la rédaction, nous n'avons pas voulu prendre le risque d'être indexés comme un média qui fait la promotion de l'homosexualité. Les esprits, l'opinion publique n'est pas encore préparée à ça. Et nous avons, malgré nous, refusé de diffuser ce communiqué et de le traiter. Je dois d'abord dire que les médias sont là, existent, trouvent leur sens en contribuant au renforcement de la cohésion sociale. Or, il se trouve dans toutes les sociétés, surtout dans les pays en conflit, des extrémistes, des gens qui sont prompts à jeter de l'huile sur le feu, des va-t-en-guerre. Ces gens, je pense, faut éviter qu'ils prennent les antennes des médias en otage. Et il faut tout faire pour réduire leur capacité de nuisance. Pour cela, favoriser la prise de parole des gens conciliants. Je donne l'exemple des imams. Vous avez des imams qui appellent à la guerre sainte, qui appellent à l'instauration d'un État islamique, que l'islam soit religion d'État. Et au contraire, vous avez des imams qui appellent à la tolérance, qui appellent à la coexistence pacifique des religions, qui invitent à la pratique d'un islam modéré. Des milliers de Maliens ont marché vendredi passé pour dénoncer l'insécurité au centre et au nord du pays ainsi que la mauvaise gouvernance. Nous allons en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que cette manifestation va changer dans la gouvernance au Mali? Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique, Issa Diarra de Asma CFP, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur à l'Université de Bamako sont nos invités. Et je suis Mouhamadou Touré. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Le grand dialogue. Issa Kaoudim, vendredi, le Haut Conseil islamique a organisé une marche à Bamako. Quel était l'objectif réel de cette manifestation?
Merci Sidio Tabani. Et je rectifie, ce n'est pas le Haut Conseil islamique du Mali qui a organisé cette marche. C'est l'imam Mahmoud Diko, en tant que leader religieux, qui a appelé tout le peuple du Mali, toutes les forces patriotiques de converger et pour dénoncer cette situation, vous l'avez dit, l'insécurité, le risque de guerre civile. Eh bien, c'est ce type d'imam conciliant qu'il faut aller chercher et contrebalancer la prise de parole des extrémistes. C'est important dans une démocratie, c'est important dans les sociétés aujourd'hui agressées de toutes parts par l'extrémisme religieux. C'est un combat permanent. Il faut toujours convaincre les gouvernants et chercher à leur démontrer que l'information juste et vraie est utile à l'instauration de la paix sociale. Je vous donne juste un exemple. Au début, j'ai connu un projet au Mali où pour la première fois, on a entendu s'exprimer les responsables de la rébellion armée. Beaucoup de responsables de mouvements armés, notamment dans les régions du Nord, s'opposent au gouvernement aujourd'hui, demandent même l'indépendance ou l'autonomie de leur région. Et quand on les a entendus pour la première fois s'exprimer dans un média, bien sûr, cela n'a pas fait plaisir au gouvernement qui a tout de suite considéré que le média en question était là, contrôlé, manipulé ou pour faire entendre la voix des rebelles. Il a fallu leur expliquer qu'en démocratie, il doit y avoir une culture de débat, que grâce à cette prise de parole, le fait qu'on ait entendu ces chefs rebelles était au moins un indicateur de qui ils étaient, de ce qu'ils voulaient, et qu'à partir de là, le dialogue pourrait être engagé. Eh bien, c'est comme ça que le gouvernement a pu entrer en contact avec ces gens et commencer à discuter, des discussions qui ont abouti à un accord de paix, celui d'Alger. Les journalistes qui avaient favorisé cette prise de parole avaient été très bien acceptés par les mêmes intervenants à Alger quand ils sollicitaient des interviews, parce qu'on dit, vous au moins vous faites œuvre utile, vous au moins on vous connaît, vous êtes des journalistes sérieux et professionnels et vous ne prenez pas parti, vous donnez la parole à tout le monde. Alors que ces chefs rebelles ont refusé de recevoir les journalistes des autres médias du Mali. Oui, je suis optimiste. Je pense qu'à force d'enfoncer les clous, on va finir par prendre la Bastille. Cette Bastille, elle apparaît imprenable parce que le pouvoir se raidit, et vous savez que le pouvoir corrompt. On continue à corrompre des journalistes, on continue à les embrigader, à les manipuler, mais on sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus une génération de journalistes, surtout les jeunes journalistes, qui bénéficient d'une formation de base solide, qui rejettent ces pratiques-là. Il y a aujourd'hui une prédominance de ce qu'on appelle le journalisme alimentaire, c'est-à-dire les journalistes qui ne font de reportages, qui ne produisent que lorsqu'ils sont payés. Parce que peut-être ils sont mal payés. Eh bien, il y a tout un travail pour améliorer les conditions des journalistes en démocrature. Il y a tout un travail pour renforcer la formation journalistique, le respect, l'observance des règles éthiques et déontologiques. Et je pense que ces efforts finiront bien par payer et qu'un jour on parlera véritablement de liberté de la presse, on parlera de démocratie, on parlera du rôle très positif des médias et on parlera de moins en moins de démocrature.